Mon ancien parti n'est ni trop à droite, ni trop à gauche, il est trop incohérent. Je me souviens d'une époque où on avait promis le Karcher, on n'a pas branché de tuyau. Gaullisme. Laurent Wauquiez est qu'un épiphénomène. Éric Zemmour, c'est l'assurance vie, l'assurance survie de Macron. Écoutez, si j'ai une soirée à perdre, j'irai voir ce que ça donne, mais ça va être organisé par les maires. Vous voulez qu'on lui remercie, qu'on lui lèche les babouches pour avoir pris son téléphone? Allez Thierry, bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de Marani 360 en direct de Bruxelles. Aujourd'hui, tu as souhaité nous parler de deux sujets. Premièrement, on va parler de la taxe Zuckman et on va parler surtout de l'événement du week-end, ces fameuses élections en Moldavie. Alors, on attendait une ingérence russe. C'était annoncé, les Russes allaient truquer les élections à tel point qu'on devait les annuler. Finalement, il n'en fut rien. Victoire curieuse du parti pro-européen. Et puis, on a donc décidé, comme c'était la victoire du parti pro-européen, finalement, de ne pas refaire les élections et de les garder telles quelles. Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu, Thierry, sur ces fameuses élections et ingérences russes en Moldavie? D'abord, est-ce qu'il y a eu des ingérences russes? Soyons honnêtes, probablement. Mais il y a aussi des ingérences européennes évidentes. Voilà. Il est logique que chaque pays essaye d'influencer un pays qui, pour lui, représente une importance. Donc, la Moldavie, vous le savez aussi bien que moi, c'est en réalité un pays qui est un peu tiraillé entre l'Est et l'Ouest, comme l'a été d'ailleurs l'Ukraine. Et vous avez une population qui regarde vers la Russie. D'ailleurs, tous mes amis qui sont en Moldavie, même s'ils sont pro-européens, regardent les télés russes, parce qu'elles me disent qu'elles sont plus variées que les autres. Et puis, une partie de la population qui regarde vers l'Europe de l'Ouest. Donc, il y a eu des ingérences des deux côtés, soyons clairs. Mais là où il faut arrêter d'être hypocrite, c'est d'abord que les ingérences européennes sont quand même énormes. Je vous rappelle quand même que M. Macron, le président de la République française, le chancelier allemand, le Premier ministre polonais sont allés il y a quelques semaines en Moldavie, comme l'avait fait Mme von der Leyen juste avant le référendum pour ou contre l'Europe. Et en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont promis monts et merveilles, ils ont promis de l'argent, des subventions à la Moldavie si elle votait bien. Je le dis tout de suite aux Français qui nous écoutent, rassurez-vous, vous en payerez 19% de ces subventions. Je le répète à chaque fois, l'Europe est financée par l'argent des États et les Français donnent 19% de ce qui est donné au niveau européen. Donc quand Madame Maria Sandou est allée promettre quasiment 2 milliards, dites-vous, si je compte très rapidement, que ça fait 400 millions qui seront payés par les Français. Vous ne le savez pas, vous le découvrez. Et c'est la règle. Donc des ingérences de tous les côtés, c'est évident. Est-ce que le scrutin, le résultat est valable? De toute façon, le résultat est ce qui était prévu. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a plein de manières de truquer une élection. Il y a les ingérences, mais j'ai envie de dire 1-1, la balle au centre. Il y a eu certainement autant d'ingérences d'un côté que de l'autre. Par contre, on peut truquer une élection. Et puis, troisièmement, on peut choisir qui vote. C'est une méthode douce, parce que comme ça, vous n'avez pas besoin de bourrer les urnes, etc. Or, en Moldavie, pour la deuxième fois, c'est la troisième méthode. Qu'est-ce que je veux dire par là? Souvenez-vous du fameux référendum pour savoir, il y a quelques mois, si les Moldaves veulent, oui ou non, se choisir un avenir européen. Les Moldaves de Moldavie, qui habitent en Moldavie, avaient choisi à 54% non. Non. Et donc, c'était un choc pour l'Union européenne. Les gens qui habitaient le pays disaient on ne veut pas de l'Union européenne, à 54%. Sauf que le résultat a été changé grâce aux Moldaves de l'étranger. Parce qu'aux Moldaves de l'étranger, on a bien sûr fait voter tous ceux qui votaient dans l'Union européenne. Et puis, selon les chiffres officiels du ministre des Affaires moldave, il y a 300 000 Moldaves qui doivent voter en Russie. Il y avait 49 bureaux de vote pour ce tout petit pays qui s'appelle la Russie. Désormais, il n'y en a plus que 2. Voilà. Donc, si vous habitez à Novosibirsk ou Irkoutsk, il faut que vous fassiez 9 heures d'avion ou 10 heures d'avion pour voter. Donc, conclusion, les gens ne peuvent plus voter. Et comme par définition, on peut supposer que ceux qui n'ont pas vraiment envie que la Moldavie rentre dans l'Union européenne, par définition, sont plutôt en Russie, ceux-là n'ont pas pu voter. Donc voilà, l'élection a été gagnée. D'abord, le référendum, je vous le rappelle, il y a quelques mois, oui, par un oui,
à 51 ou 52%, enfin très léger, grâce aux Moldaves de l'étranger qui habitaient au bon endroit. Et là, c'est pareil aux élections législatives. Une vague extrêmement importante. Une partie des Moldaves qui habitaient à l'étranger n'ont pas pu voter. Les Moldaves de Tiraspol ou de la Transnistrie n'ont pas pu voter. Et donc, finalement, tous ceux qui devaient voter ont voté comme il fallait. Alors maintenant, Thierry, je rajouterais même que Maya Sandu, donc, pour éviter d'avoir à refaire le vote, a considéré que c'était plus simple de retirer des candidats de partis. Hein. Donc, comme oui, ça... mais c'est une habitude. En Moldavie, l'avant-dernière élection, ils avaient supprimé un candidat la veille. Voilà. Parce que, si vous voulez, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, qui veut supprimer un candidat l'accuse d'être manipulé par les Russes. Allez, comme ça, hop, vidé. Mais maintenant, regardons vers l'avenir. Et je pense, je m'avance un peu, mais tu garderas cette vidéo, je pense que les choses vont s'accélérer. Parce qu'il y a une manière de faire rentrer très très vite, la Moldavie dans l'Union européenne. Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'est passé quand il y a eu l'effondrement du pacte de Varsovie et du mur de Berlin, bref, quand le bloc soviétique s'est effondré? Eh bien, l'Allemagne de l'Est a été rattachée immédiatement, quasiment, à l'Allemagne de l'Ouest, et de ce fait, est rentrée dans l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est que la Moldavie? Qu'est-ce que c'est que la Moldavie? Ne l'oubliez jamais. C'est un peu comme l'Allemagne de l'Est, une partie d'un État qui avait été enlevé par l'Union soviétique pour créer un autre État. L'Allemagne de l'Est, c'était une partie de l'Allemagne pour créer la République démocratique de l'Allemagne qui avait été créée. Comme ça, il y avait deux républiques, la République fédérale à l'ouest, la République démocratique à l'est. Et en 1900, quand Staline a gagné la guerre, pour se venger des Roumains, je vous le rappelle, qui avaient choisi d'être dans le camp des nazis, eh bien, Staline a récupéré une partie de la Roumanie et a créé la République moldave. Et donc, allez, je prends un pari avec toi que dans les 5 ans, maintenant, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être de réunifier la Roumanie. Et je suis quasiment persuadé qu'on va voir fleurir un certain nombre de mouvements qui vont dire la Moldavie doit réintégrer la Roumanie. Et si cela se passe, comme ça s'est passé quand le bloc soviétique s'est effondré, je le répète, quand l'Allemagne de l'Est a rejoint l'Allemagne de l'Ouest, eh bien l'affaire est simple. Il n'y a pas besoin d'accepter un 28e membre dans l'Union européenne. La Moldavie, de fait, est intégrée à la Roumanie, qui est membre de l'Union européenne. Et donc, garde cette vidéo, mais je sais pourquoi je te dis ça, parce que je pense que dans les 5 ans, c'est ce qui va se passer. Et en plus, après, tu as quelque chose d'extraordinaire qui peut se passer. La Transnistrie? La Transnistrie, à mon avis, sera abandonnée. Je pense que où sera abandonnée, où sera, j'allais dire, petit à petit tombera toute seule. La Transnistrie, pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est en réalité une bande de territoire autour du fleuve, le Dniestre, pas le Dniepr, le Dniestre. Et en réalité, c'est quasiment indéfendable, sauf que c'est la partie du territoire moldave qui, jusqu'à présent, avait l'électricité. Depuis, l'Union européenne fournit de l'électricité à la Moldavie. Donc, je pense que ils ont décidé d'être pratiques. Ça ne sert à rien de s'obstiner sur cette bande de territoire qu'on appelle la Transnistrie. Je pense que tout simplement, ils vont le laisser, si je puis dire, au frigo et faire en sorte que en Moldavie, il y ait des mouvements qui disent rattachement à la Roumanie, rattachement à la Roumanie, rattachement à l'histoire. Il faut être honnête, je le répète, c'est une réalité. La Moldavie est une part historiquement de la Roumanie. Et vous allez voir, en Roumanie, c'était déjà un peu le cas dans la dernière élection, des gens qui vont réclamer la réunification, si je puis dire, et tout ça va se faire. Et je pense que cela sera encouragé par la présidente, Madame Maria Sandu, qui est un pur produit quand vous regardez son parcours aussi, anglo-saxon, études aux États-Unis, etc. Oui. Et puis après, ça peut faire ensuite une excellente présidente de la Roumanie. Voilà.
Alors, peut-être que tu vas penser que je suis complotiste. Je Mhm. pense pas. J'ai assez d'amis des deux côtés. Ça correspond à l'histoire. Je le répète, ça correspond à l'histoire. C'est comme si l'Alsace-Lorraine avait été enlevée et que les Alsaciens disent on veut retourner en France. Donc, il y a une justification historique, il y a une justification politique, il y a une vraie volonté de beaucoup. Les Roumains rêvent de récupérer en grande partie la Moldavie et beaucoup de Moldaves rêvent de retourner avec la Roumanie. Et hop, Hmm. les Ben, Moldaves seront dans l'Union moi, européenne. je ne pense pas véritablement que tu sois complotiste. Malheureusement, je pense que tu as raison. Je trouve que par contre, c'est extrêmement inquiétant. Madame Sandou est ce qu'on appelle une young leader, soyons très clairs. Et c'est toute la victoire de ce camp, justement, des young leaders que l'on découvre tant au Canada, tant en France, tant partout en Europe, dans les pays baltes, dans les pays nordiques, etc. Donc, je vois avancer ce mouvement incessamment, toujours plus Oui, loin. Voilà, toujours plus loin. mais au sujet de la Moldavie, l'histoire sera à la fois une vraie raison et un alibi extraordinaire. L'avantage de la Moldavie, c'est que contrairement à l'Ukraine, ils n'ont pas encore de guerre sur leur territoire, heureusement, et je ne le souhaite pas. Et donc, de facto, le jour où la Moldavie rentre, ou retourne plutôt, à la Roumanie, eh bien, le territoire moldave est couvert par l'OTAN. Les Moldaves sont des citoyens européens et la Moldavie rentre dans l'Union européenne. Voilà, c'est beaucoup plus rapide que se faire tout le parcours d'intégration donc qui est imposé par l'Union européenne sur les valeurs européennes, etc., etc. Du jour au lendemain, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé, je le répète, avec l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, il n'y a jamais eu de référendum pour être rattaché à l'Allemagne de l'Ouest. Bon, c'est évident que s'il y avait eu un référendum, il aurait été positif, soyons sérieux aussi. Mais du jour au lendemain, on l'oublie, on a agrandi un État par la situation de fait, et à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et je te répète, deuxième étape, Maria Sandu, vu son âge, vu son profil, sera une excellente présidente de la Roumanie. Sois sympa, garde cette vidéo et je te parie que dans les 5 ans, je gagne. Allez, on garde cette vidéo, on va passer à un autre sujet parce qu'on a encore 13 minutes ensemble. Il y a un double pari que tu as fait. Donc, il y a le pari sur la présidente et puis il y a le pari sur le fait que ce sera une bonne présidente. Ça, j'en suis pas certain. Tout de suite. Ah, non, ce sera une bonne présidente pour la situation. Ah. Voilà. Ce sera la présidente idéale pour le casting. Voilà. Après, elle sera ce qu'elle sera. Transition pub et on parle après justement de la taxe Zuckman. Et puis je sais que tu veux nous dire un petit mot sur Sarko. Allez, taxe Zuckman, alors qu'est-ce que c'est? Si vous n'êtes pas informé, Thierry va tout vous dire. On a aujourd'hui, Thierry, un gouvernement français qui n'est pas encore en place. Par contre, ceci dit, on commence à voir les taxes potentiellement arriver. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que cette fameuse la taxe Zuckman, c'est très simple. C'est un économiste qui s'appelle Zuckman, qui, comme beaucoup d'économistes, se situerait plutôt à l'extrême gauche, même s'il ne veut pas le reconnaître, et qui dit tout simplement, c'est très simple, il faut créer une taxe qui représente 2% de la richesse pour les 150 familles les plus riches. Faire payer les riches, c'est toujours génial en France. Voilà, c'est un slogan où vous êtes sûr que vous êtes populaire, sauf que faire payer 2% du patrimoine de certains, ça veut dire délocaliser des entreprises, ça veut dire qu'un certain nombre quitteront la France, ça veut dire aussi que vous pouvez être propriétaire, vous pouvez être, j'allais dire, riche grâce au patrimoine de vos sociétés et pas forcément riche, si je puis dire, en cash pour payer les impôts. Mais non, voilà, c'est un impôt de plus. C'est ça que je veux dire pour l'essentiel. Pourquoi, pour moi, je veux en parler et pourquoi ce débat est surréaliste? Bayrou aura eu un avantage dans son mandat. C'est pas une découverte, mais il aura mis l'accent sur la dette française. On est désormais, on le sait, à en gros 3 400 milliards de dettes. 3 400 milliards de dettes, dont je ne cesse de le répéter, désormais plus de 1000 milliards ont été faits du temps de Macron. C'est pas le Mozart de la finance, c'est l'Attila de nos finances. Deuxièmement,
on est le pays le plus endetté. Deuxièmement, on est le pays de l'OCDE, c'est-à-dire des grands pays développés, qui a le plus d'impôts de tous ces pays, en proportion sur la population. Et troisièmement, on est le pays qui a le plus de dépenses publiques, où l'État pèse le plus lourd. Quelqu'un qui m'était proche disait j'ai quitté l'URSS et je suis arrivé dans le dernier pays communiste en ce qui concerne le fonctionnement. Et donc, avec ces trois constats, on est le pays le plus endetté, on est le pays le plus fiscalisé, on est le pays où il y a le plus de dépenses de l'État. Eh bien, pour régler et essayer de régler la dette et faire un budget, la solution logique, c'est on dépense moins. Eh bien non. On est un pays où depuis 10 jours, grâce à l'écosystème, j'allais dire, des journalistes, dont 80% sont formés par des écoles et ont une culture de gauche, plus une pression des médias et d'un certain nombre de politiciens qui travaillent avec eux, eh bien le seul débat, c'est est-ce que oui ou non on met cette taxe Zuckman, en ayant bien sûr fait des sondages où on dit ah oui, 80% des Français sont pour. Et bien sûr, je veux dire, est-ce que vous êtes pour que les gens qui ont plus d'argent payent plus d'impôts? Vous connaissez la réponse. Après, la question, on voit les gens qui quittent notre pays, y compris des fois qui vont dans des pays comme la Russie où vous êtes, mais en grande majorité, soyons honnêtes, plutôt vers d'autres pays européens ou au Moyen-Orient. Eh bien, je trouve que la France tourne par rond, excusez-moi, et pour moi, ce débat est l'illustration de la mainmise idéologique de la gauche sur notre pays. Le débat, ça devrait être essentiellement, d'ailleurs c'est ce que demande Marine Le Pen, je te rappelle, je sais que tu n'es pas un fanat de Marine Le Pen, mais elle a toujours dit il faut faire des économies. Voilà. Le problème, c'est pas de faire des impôts en plus, c'est de faire des économies. On est le pays qui dépense le plus. Voilà, il y a des économies à faire sur l'immigration, sur ce qu'on donne à l'Europe, sur toute une série de ce qu'on appelle le millefeuille administratif, sur des agences de n'importe quoi qu'on a créées. Voilà, eh bien, ce débat pour moi est surréaliste. Je pense que ça finira comme d'habitude en France avec quelques économies et des impôts de plus, c'est-à-dire qu'on continuera à s'enfoncer. Mais la vraie révolution qu'on doit avoir en France, c'est d'arrêter de dire qu'il faut plus d'impôts. J'ai malheureusement 67 ans. Et à 67 ans, on commence à réfléchir à sa succession. Ça peut arriver demain. J'espère que je ne suis pas trop pressé, mais ça peut arriver n'importe quand. J'ai découvert que la France était le pays de l'OCDE, là aussi, où les frais de succession étaient quasiment les plus importants. Vous vous rendez compte quand même qu'en dehors d'un tout petit abondement, une toute petite somme de, en gros, 100 000 euros qui est exemptée de frais de succession, même pour mes enfants, il y aura 40% au-dessus, 40% sur des sommes qu'on a toujours données. Voilà, c'est ça le problème, c'est de réduire le train de vie de l'État, de réduire les gaspillages et pas de créer un impôt. Or, et j'arrête là-dessus, ce qui est surréaliste, c'est que la seule question en ce moment qu'on nous pose, c'est alors pour ou contre la taxe Zuckman. Mais on s'en fout, c'est contre tous nouveaux impôts. Point final. Par contre, oui à toutes les propositions d'économie. C'est là qu'on devrait décider. Eh bien non, il n'y a aucune proposition d'économie qui fait débat, entre guillemets, dans les médias. Ah, au fait, rappelle-moi comment sont financés une partie des médias français. Ben, soit ils sont des médias d'État, soit ils sont des médias largement subventionnés par le contribuable français. Et donc, on a un système qui est complètement bloqué. Voilà. Et je suis très inquiet pour mon pays parce que c'est pas comme ça qu'on va redresser le budget. Et j'ai pas envie que mes enfants deviennent des employés de kolkhoz. Bon, eh ben, en tout cas, voilà, on a fait le tour de la taxe Zuckman. Et je tiens à te dire, note-le parce que je ne dirai pas souvent, je pense, mais j'ai vu Marine Le Pen sur LCI TF1, je crois, la semaine dernière. Je l'ai trouvée plutôt douée. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous, avec certaines choses. Là, tu changes. Fais gaffe, tu as dû trop boire. Fais gaffe. J'aurais bien aimé qu'elle, à la question qui lui soit posée, demandez-vous la démission d'Emmanuel Macron, j'aurais bien aimé quand même qu'elle prenne son courage et qu'elle dise oui, comme 95% des Français, on demande la démission. Voilà, mais bon, écoute, dans l'ensemble... Oui, non mais attends, on est un parti qui respecte la démocratie, les institutions. Est-ce que je rêve
Alexis, est-ce que je rêve de la démission de Emmanuel Macron? Tous les jours. Voilà. Et comme dirait Sarkozy, ça te fera Même pas la en 3 ans. transition tous les Même jours pas en en 3 ans. brasant. Sauf que on va pas prendre l'Élysée avec des fourches ni guillotiner oui. qui que ce soit. C'est une On autre est d'accord. époque. C'est- Donc on est j'estime que ce personnage n'a aucun respect pour les Français, Mm. qu'il n'est même pas digne aujourd'hui, compte tenu de son taux de popularité, de gouverner le pays. Et je pense que son seul moyen de laisser une trace positive dans l'histoire eût été de démissionner. Mais il Eh ben n'aura pas cette justement, intelligence. alors que le RN lance une pétition en ligne pour les Français pour appeler à la démission d'Emmanuel Macron, eh ben vous verrez si vous arriverez à avoir beaucoup de signataires. Je suis sûr que oui, faites-le. Allez, dernier sujet que tu as souhaité aborder. Tu souhaites revenir. Tu avais fait une super émission où tu avais été très clair sur la question de Sarkozy. On avait fait ça ensemble, bien au lendemain de sa condamnation. Tu voulais dire un dernier petit mot, voilà, avant de partir au travail dans l'Assemblée. Non, je sais que là aussi, quand les grands se retrouvent à terre, beaucoup applaudissent. Je suis plus sur la même ligne que Nicolas Sarkozy pour la politique, mais je trouve, je le répète, que l'application immédiate est totalement excessive. Et je suis surpris là aussi de la contre-offensive, entre guillemets, des forces de gauche dans ce pays. C'est-à-dire qu'on nous dit, ah, mais il est traité comme 28 000 personnes qui sont en détention préventive avec une application immédiate, pardon, avec une application immédiate. Oui, sauf que, excuse-moi, quand quelqu'un agresse une personne âgée dans la rue, frappe un flic ou quoi que ce soit, il représente un danger pour la société. Voilà, et je répète, il ne représente pas un danger pour la société. Plutôt que de le mettre en prison, moi j'aurais préféré aller, à la limite, on lui met un bracelet, il est coincé chez lui, et ça permet d'avoir une cellule de libre pour un ou deux vrais délinquants. Voilà. Et puis, c'est toujours dans le calendrier, ce qui est choquant, mais j'arrêterai là, la coïncidence des dates. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on condamne un ancien président à aller en prison, alors que dans le jugement qui fait 380 pages, je ne l'ai pas lu complètement, mais j'ai survolé les principaux points, on dit très clairement qu'il n'y a pas d'éléments de preuve, mais qu'il y a un faisceau d'indices. Jusqu'à présent, quand il n'y avait pas de preuve, on était quand même gracié. Mais surtout, lui va dormir en prison, et les flics qui ont été roués de coups dans le Nord par une bande de voyous, ils sont passés au juge et ils sont ressortis. Voilà. C'est quand même le monde à l'envers, quoi. Voilà. Excuse-moi, il y a une cellule qui est libre. Je préférerais pour qu'elle soit ceux qui ont tapé sur les flics plutôt que ceux qui, comme Sarkozy. Certains avaient dit quand Cahuzac avait été condamné à une peine de prison, il n'a pas fait de prison. Il a été envoyé, je crois, il avait accepté d'être médecin en Guyane, si ma mémoire est bonne, dans un territoire d'outre-mer à la place. Ben, excuse-moi, au moins c'est quelque chose d'utile. Voilà. On manque de peine de prison, on manque de place en prison. Je trouve que cette peine est excessive dans son application immédiate, comme celle de Marine Le Pen. Et je répète que pour moi, une bonne partie des magistrats qui doivent rendre les jugements au nom du peuple français, eh bien, je dis qu'ils le rendent au nom de leurs convictions. Est-ce que si cette personne avait été un homme politique de gauche, il aurait une immédiate application? J'en suis pas sûr. J'en suis même sûr du contraire. J'ai doute. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui disait dans cette fameuse émission dont nous parlions que vous souhaitez construire plus de centres de rétention en France. Une très bonne chose. Bravo à vous. Thierry, je ne sais pas d'ailleurs, pour finir le sujet Sarkozy, si tu as vu hier soir la représentante du magistrat qui passait à la télévision pour se plaindre que les magistrats étaient interpellés et avec beaucoup de virulence sur les réseaux sociaux par les gens. Donc, elle se plaignait quand même que c'était. Oui, mais ça, attends, menacer un magistrat est forcément condamnable. Voilà. La bonne réaction, excuse-moi. Je pense que tout le monde ne les menace pas non plus. Oui, non, mais les menaces contre la magistrate qui a pris cette décision sont totalement inutiles, disproportionnées. Je les condamne très clairement. Après, ça ne m'empêche pas de trouver sa décision totalement disproportionnée dans son application immédiate. Et voilà, j'avais promis que tu retournerais au travail pour l'heure convenue. On y est. Je te remercie pour ce 4e épisode et puis je vous dis à toutes et à tous
Et ben, on se retrouve dans Mariani 360 numéro 5 la semaine prochaine. D'ici là, eh bien, passez une bonne semaine. Demain soir, ce sera la grande première de Claude Janvier. Jeudi soir, eh bien, ce sera un autre regard avec Nicolas Morkovic. Et puis dimanche, vous retrouverez Fabrice et Xavier Moreau. Fabrice Orlin et Xavier Moreau dans Divergence. À toutes et à tous, bonne semaine. Et Thierry, merci et bon travail. Merci.